première édition, on a décidé, on fait les doubles du jour, 2 fois les thématiques, 2 fois les challenges. Je ne peux pas citer quelle société parce que c'est une note interne. C'est un fait. Donc aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer qu'est-ce qu'elle sera, la Kira du Web3, mais au moment où elle sera là, ça paraîtra une évidence. Avec l'arrivée des diplômes d'éducation nationale, je pense que l'auto-formation, c'est fini. Quel que soit le résultat du premier, on organise le deuxième. Eh ben Martino, merci de me recevoir ici au salon IA Web3 de Troyes, justement. Donc toi, tu es co-organisateur? Tout à fait. Merci déjà de nous rejoindre, c'est génial. Je suis très content de te compter parmi nos invités. Eh ben, c'est le plaisir est partagé. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis un créateur d'entreprise, je suis un entrepreneur, je suis aussi un enseignant. J'ai une double casquette, je suis intervenant enseignant dans plusieurs grandes écoles, aujourd'hui comme la Paris School of Business Technologies, aussi à l'MDS, à l'ESPL. Ce sont des écoles plus ou moins régionales ou nationales, pour certaines, dont on parle de blockchain, on parle de technologie, on parle de business. Je suis aussi conférencier depuis une bonne dizaine d'années sur des sujets comme l'innovation, la création, l'agilité et créateur de contenu de formation pour certaines des plus grandes écoles dans le domaine de la blockchain et de l'intelligence artificielle. C'est un sacré CV tout ça? Oui, on a un peu le syndrome de l'imposteur parfois. Quand on les déroule, on dit est-ce qu'on en fait un peu trop? Est-ce que les gens vont nous prendre au sérieux? Je sais pas. Voilà. Et comment t'en es arrivé là? Toi, ton cursus, peut-être avant d'être rentré dans le milieu de la blockchain? Alors c'est assez marrant parce que ça se fait tout seul. J'aime bien suivre le flow des choses. Je repars vraiment de la préhistoire en 2 minutes. J'ai vraiment reçu mon premier ordi, je devais avoir 8 ans par là, 9 ans par là, 8 ans, 9 ans, j'écrivais du Visual Basic. Visual Basic, c'est extrêmement simple. Ouais, le VBA, ça va. Voilà, et ma mère était enseignante des langues, donc dès mon plus jeune âge, je parlais déjà 3-4 langues. Ok. Et plus un langage. Oui, voilà. Parce que le VBA, c'est facile, comme tu dis, mais oui, mais c'est de l'anglais. Pas quand tu as 8 ou 9 ans. Je faisais quelque chose de très simple. J'ai eu aussi un parcours truffé des bonnes rencontres. Donc clairement, c'est clairement ça. J'ai eu le plaisir de croiser Simon Richir quand je suis arrivé en France, l'une des 100 personnalités du numérique je crois d'Europe, si je dis pas de bêtises, mais sinon ça doit être la France. Et on a travaillé ensemble sur des sujets d'innovation quand j'étais à l'ENSAM, l'École nationale supérieure des arts et métiers. Il fallait faire des sessions d'enseignement en fait. Donc c'est comme ça que je commençais à enseigner dans les écoles. Je trouvais ça passionnant en fait. Ça m'a tellement plu que à l'époque, ça m'a voulu les foudres de mon employeur, mais j'ai passé mon temps à 80% à l'issue de la fin des études. Et je voulais absolument garder un pied dans l'enseignement. Et du coup, j'étais vacataire, intervenant dans différentes écoles. Là, en fait, j'ai inversé. Je faisais des consultations de temps en temps et j'étais surtout enseignant. Et là, en fait, j'ai arrêté justement les consultations pour créer ma propre boîte il y a à peu près 1 an et demi. Après 6 bons mois de réflexion, grossièrement, création du projet, tout ça. Et comme aussi dans la période de développement de tout ça, j'ai eu plein de rencontres intéressantes, comme aussi le professeur Blanchard, qui m'a c'est l'un de 50 experts dans le monde en innovation, et il m'a trimballé partout dans le monde. Et on a fait des ateliers fantastiques à Lisbonne, on a fait des ateliers fantastiques à Rome, à Florence, en France, partout. Et j'ai appris des choses fantastiques, j'ai vraiment appris ce que c'est créer de l'innovation, penser out of the box, générer de nouvelles idées. Sortir un petit peu de ta zone de confort. Sortir totalement de la zone du confort. C'est très bien ce que tu dis, c'est clairement ça. Ça m'a tellement passionné que je me suis lancé avec beaucoup d'humilité dans les parcs de mon mentor. À force de driver l'innovation, je me suis retrouvé dans les domaines des hackathons parce que, en fait, c'est sympa de faire des petites interventions pour aider les étudiants à générer de l'innovation, surtout quand on a peu de temps. Puis du coup, je me suis retrouvé à organiser des hackathons parce que je trouvais ça cool à de faire. fil en aiguille, quoi. De fil en aiguille. Tout s'est imbriqué naturellement. C'est ça. En fait, je suis le flow de ce qui me plaît faire, ce qui me fait vibrer. C'est la meilleure façon de vivre les choses. Probablement. En tout cas, j'ai pas l'air malheureux. T'as pas l'air malheureux, non, je confirme. Fatigué. Oui, mais ça c'est normal parce que justement, tu es organisateur de cet événement. D'ailleurs, parle-nous un petit peu de cet événement.
Alors, cet événement, c'est la rencontre d'un rêve fou. C'est Samuel et moi qui avons été les fondateurs originels, enfin non, c'est pas les mots que j'utiliserais, d'origine. Nous avons intégré Mehdi avec grand plaisir en cours de chemin, qui nous a amené une vision nouvelle et qui nous a aidé donc peut-être à être un peu moins geek de l'idée qu'on avait au début, et plus grand public. Il nous a amené la vision de la finance, il nous a amené la vision du business, donc c'était très enrichissant de l'ajouter au duo. C'est la rencontre fou entre deux geeks, un geek de la formation et un geek de l'innovation. Donc Samuel et moi, Samuel qui a son entreprise de formation à ACAD, qui est l'une des rares écoles de France aujourd'hui qui délivre des diplômes en blockchain, on y a reconnu. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Ça se compte sur les doigts d'une main. Ouais, exactement. Et c'est très qualitatif, je l'ai dit. Non sponsorisé, voilà, je lui ai dit je suis juré chez lui et je ne le fais pas à la légère. Et voilà, du coup on discutait, lui il rêvait depuis très longtemps de faire quelque chose du Web 3 à 3, ça le faisait rire le jeu de mots. Et moi je voulais absolument démystifier l'intelligence artificielle. La dernière pépite que j'avais trouvée et que j'ai commencé à m'intégrer depuis 3 ans grossièrement dans les différentes conférences à droite à gauche que j'organise. Du coup on s'est dit on pourrait faire la convergence des deux, ça serait trop sympa. Et c'est démarré comme un bootcamp. En fait on a dit on fait un bootcamp, c'est pour les entreprises, on leur montre tout ce qu'on peut faire avec les développements accélérés et ce genre de choses. De fil en aiguille on a dit non, il faut qu'on arrive à intégrer les grands publics et puis on est parti sur le networking, l'expérience qui nous a amené dans les autres salons dans lesquels on a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de networking. Le networking se fait souvent à la fin, là on a essayé de l'intégrer vraiment dans les workflows du salon. Et puis les rencontres avec Mehdi qui nous a amené les côtés business à faire. Et au final en fait on s'est trouvé avec ces rêves fous de ces salons qui est... Vous complétez super bien les trois. Voilà, on est le Dream Team. Et j'aime bien parce qu'on a appris énormément de choses. Première édition, on a décidé, on fait les doubles du jour, 2 fois les thématiques, l'IA et les Web3, 2 fois les challenges, parce qu'on n'a pas décidé de faire juste un salon, on a décidé de faire un hackathon en parallèle. Okay, ouais. Enfin, on est fou. Complètement taré et on s'est enlevé les sommeils pour essayer de donner les maximums de qualité et d'expérience à tous nos visiteurs. Notamment cette nuit. T'as pas beaucoup dormi, beaucoup travaillé. Ouais, quand on s'apprête à accueillir pas loin de la capacité maximale d'un technopole pour une première édition, je trouve qu'il y a de quoi stresser, je pense que c'est normal. Et en même temps aussi, on peut parler aussi d'excitation, pas que du stress. Et puis un peu parfois encore, est-ce qu'on était vraiment légitime? Est-ce que les gens ils vont vraiment considérer... Enfin, voilà, on est toujours dans quelques questions. Ah ouais, énormément de questionnements. Un peu dans l'inconnu vis-à-vis de la réaction des gens peut-être. Oui, et ça nous a fait du bien, franchement. Merci aux visiteurs parce que ça a créé tout de suite une excellente ambiance et puis ça nous a détendu. On a compris tout de suite que les gens ils ont compris l'état d'esprit. Ils ont été extrêmement bienveillants sur les quelques coquilles que nous avons pu faire. Il y en a toujours ça. De toute façon, tu pourras rien y faire. Ça, on n'est pas dans l'événementiel, on s'y a improvisé. Pourtant, voilà, c'était. Tu feras mieux le deuxième. Ah ouais, clairement. Et le troisième. Ah oui. Et du coup, parle-nous un peu de ta boîte à toi en fait. Il y a à peu près un an et brouette, un peu moins d'un an et demi, j'ai décidé de fonder P2 Enjoy. En fait, l'idée, c'est même pas la mienne, c'est de mes étudiants qui m'ont dit prof, c'est vraiment cool ce que vous expliquez, les cours que vous nous faites, on y a en blockchain, tout ça, etc. Mais ici, on est à Laval et on n'est pas à Paris. Comment je vais faire moi pour faire un stage ou une alternance dans la blockchain? Ah ouais. Et en fait, j'ai dit on fait un truc, je vais créer une petite structure et on va se développer des petites applis, voilà, comme ça vous faites des stages alternants, c'est là-dedans, pour ceux qui veulent poursuivre des études là-dedans. C'était un peu l'idée du début, peut-être pas la plus réfléchie au monde, ceci dit, mais c'est né comme ça. Et, il faut bien commencer par quelque part. Voilà, moi j'aime bien les doers, comme on dit, les gens qui font, paradoxalement, ne sont pas les plus primés. Dans cette, souvent c'est comme ça, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. On prend une personne avec une idée qui vient et montre un truc complètement bancal et en fait, si l'idée est bonne, il est déjà en train de la développer. Moi je me dis, il a un super potentiel parce que il l'a fait quoi. Et après, mais par contre, les gens ils vont plus tendance à suivre les gars que ça fait 1 an qu'il réfléchit sur son truc, qu'il a fait 14 white papers dessus, qu'il a écrit une thèse dessus, ça fait 3 ans qu'il écrit dessus, mais il a toujours rien fait. Celui-là, on va le suivre. Il y en a qui réfléchissent beaucoup, ouais. Pour essayer d'accompagner ces gens, je me suis dit, ok, je vais créer une petite structure, et puis on fait ça. Et pour les fans, on n'a qu'à se faire des jeux vidéo, donc c'est commencé comme ça. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire du consulting, et puis j'ai commencé à je me suis retrouvé
à faire de l'advisor, et puis on a commencé à me confier des missions de développement. Aujourd'hui, du coup, j'accompagne dans l'équipe de personnes qui sont en alternance, qui sont dans des écoles. Ce ne sont pas mes élèves, pour éviter le conflit d'intérêts, bien entendu. C'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à s'engager dans des domaines d'innovation qui peuvent primer sur le long terme, mais qui forcément sont... Ça fait peut-être un petit peu peur aussi de se lancer comme ça dans des nouveaux domaines. Je peux l'entendre que ça puisse faire peur parce que, en même temps, la finance nous l'enseigne depuis beaucoup. Là où il y a des opportunités, il y a du risque. Exactement. Et plus les opportunités sont grandes, plus le risque est grand. Exactement. C'est ça. Donc je trouve qu'aujourd'hui, on est plutôt dans les sweet spots. La blockchain est mûre, malgré tout. En France, on est sur un taux d'adoption qui avoisine les 10%. Donc c'est quand même pas mal. Mondial, peut-être un peu moins, mais... C'est 6% mondial. Ouais, je crois qu'on est quoi, 450 millions d'users, je crois, peut-être comme ça. Je ne sais pas ce que ça fait, 6% des 8 milliards. Honnêtement, je ne m'engage pas sur ces calculs mathématiques. À quelques pourcents près. Mais ça ne doit pas être loin de ça, ouais. On sait qu'il y a des grosses sociétés qui veulent embaucher massivement. On estime, je ne peux pas citer quelle société parce que c'est une note interne que j'ai eu l'occasion de consulter, mais il y a des notes internes de certaines sociétés qui ont fait passer à leurs recruteurs qu'il faut augmenter à 5% les potentiels de force travail dans la blockchain dans les 3 prochaines années. Et donc ça veut dire que... Tu as combien à l'heure actuelle ? On est à même pas de 0,1%. Ah ouais. Donc ça veut dire x 50 carrément les nombres c'est énorme. En moins de 3 ans, ça veut dire que ça va écouter à fond. Il y a d'autres détails intéressants à savoir sous lesquels j'ai un tout petit peu de mérite. Les travails sous les programmes nationaux pour l'école publique. Pour intégrer les sujets des blockchains, bien sûr, on ne veut pas entendre parler des blockchains, on ne veut pas entendre parler du web, on ne veut pas entendre parler du crypto, il faut dire Web 3. C'est plus politiquement correct. Oui, c'est plus politiquement correct, mais il n'empêche que l'éducation nationale commence sérieusement à réfléchir à intégrer le sujet des Web 3 dans les programmes, ce qui veut dire qu'à horizon 2028-2030, potentiellement, ça c'est une projection purement personnelle, mais on peut très vraisemblablement s'attendre à voir les premiers ingénieurs avec des notions de Web 3 issus de l'éducation nationale, ce qui va changer complètement la façade. Certaines écoles privées qui ont la certification de délivrer des diplômes d'ingénieurs, donc voilà, vont commencer à ouvrir leur première classe dès l'année 2024-2025. Okay. Donc c'est vraiment imminent. Voilà. C'est assez imminent et face à face de la population, lorsqu'on va commencer à avoir des ingénieurs de l'éducation nationale qui ont des compétences là-dessus. Ici, on prêche contre convaincus, donc il n'y a pas besoin de le dire. Mais pour le grand public, les gens ils vont commencer à se dire « Ah, en fait, c'est un vrai travail. » C'est vrai, c'est ça. C'est ça qu'ils vont dire, en fait. C'est plus aussi abstrait qu'avant. Voilà, c'est du vrai travail, en fait. On peut avoir un vrai diplôme. Attention, quand je dis ça, c'est du vrai travail et ce sont des vrais diplômes. Mais il faut travailler encore sur le grand public, quoi. Pour toi, ce serait plus le fond ou la forme à améliorer à l'heure actuelle ? Décidément le fond. Ouais. Décidément le fond. Parce que la forme, franchement, on a des établissements qui sont géniaux déjà. Il y a une anecdote que j'aime bien raconter. On dit il y a des arnaques, il y a plein de machins, tout ça, etc. Il fut un temps, en fait, dans les années 2000, où on avait des arnaqueurs qui passaient de porte à porte et qui ramenaient des CD-ROM et qui disaient je viens vous vendre Internet. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que j'adore utiliser cette anecdote face au NFT parce que finalement, ça tient. Dans les années 2000, les gens qui avaient un ordinateur avaient des vagues connaissances de ce que c'est la technologie. Et ils savaient qu'Internet, c'était un truc qui fonctionne sur l'ordinateur. Donc quelqu'un, un vendeur de porte-à-porte qui amène un CD-ROM, qui a un truc qui va dans l'ordinateur et qui lui dit ça c'est Internet, achète-le. En fait, finalement, ça semble vraisemblable parce que c'est un truc dans l'ordinateur pour vendre un nouveau truc qui fonctionne dans l'ordinateur. En fait, c'est tellement vraisemblable qu'il y en a plein qui sont tombés dans les panneaux parce que c'était vraisemblable. Donc si on fait les comparaisons avec la NFT, en fait, on est à peu près pareil. Les gens, ils savent que la NFT, c'est un truc de blockchain et ils savent qu'il y a de la rareté dessus. Du coup, du moment qu'il y a un projet qui dit qu'il fait de la NFT, il y a forcément de la rareté. Donc en fait, ils se font avoir et ils n'ont pas compris en fait qu'il faut regarder les fonds du projet. Donc j'aime bien utiliser ces thèmes-là, l'NFT et toute l'arnaque qu'il y a eu dans les années 2021, 2022, etc. Mais finalement, en fait, c'est la même tempête qu'on a vue avec les CD-ROM et Internet 1999-2000, quoi. Donc ça a duré 2 ans. 2 ans, ils sont passés aussi. Là, on attaque avec les acteurs sérieux. On attend les équivalents d'aujourd'hui dans les mondes de la blockchain et de l'NFT. On attend l'arrivée de MSN, AOL, Yahoo, équivalent de cette époque-là. Les grands acteurs qui vont favoriser l'adoption de masse. En tout cas, ceux qui vont amener la killer app.
Ok, c'est-à-dire le petit point qui manque à l'heure actuelle pour que les gens utilisent la blockchain sans même savoir qu'ils l'utilisent. C'est ça, exactement. Les gens qui utilisent Facebook ne savent pas que il y a derrière des serveurs, il y a des logiciels. Tout ce qu'ils voient, c'est qu'en fait, c'est Facebook. C'est un réseau social pour parler avec la famille. Ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière. On n'aurait même pas imaginé, on ne pouvait pas prévoir l'existence des réseaux sociaux. Donc c'est au moment où on a été constaté qu'on a vu qu'elles existent, et là c'est un fait. Donc aujourd'hui c'est difficile d'imaginer qu'est-ce qu'elle sera, la killer du Web3, mais au moment où elle sera là, ça paraîtra une évidence. Tout à fait. Et justement, tu parlais des formations qu'il existe dans le Web3, dans le milieu de la blockchain. Toi, ton ressenti sur ça, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'organismes qui en proposent. Il y en a qui proposent que des certifications, il y en a qui proposent vraiment des titres RNCP derrière. Toi, c'est quoi ta vision de tout l'ensemble dans la globalité? À l'ensemble, en fait, de toute façon, tout acteur qui s'intéresse à la formation et qui le fait dans le but de vraiment transmettre, c'est le bienvenu. Parce que c'est en créant, en bien cimentant en fait les bases, et ça on peut le faire qu'en créant en fait un ciment en béton armé des experts, ne servira qu'à solidifier justement tout ce qu'on va construire par-dessus. La forme que vous pouvez utiliser pour vous former, dans les Web3, historiquement, on avait un peu comme Internet dans les années fin 90, qu'il y avait encore de l'espace pour l'auto-formation, aujourd'hui de moins en moins. Avec l'arrivée des diplômes d'éducation nationale, je pense que l'auto-formation c'est fini, clairement. Parce qu'effectivement, il y a la culture du diplôme et de la certification. Surtout en France, oui. Surtout en France, spécialement en France, effectivement. Ça vient avec ses avantages et ses inconvénients. Effectivement, un diplôme est un cahier des charges. Ça veut dire en fait qu'on va se relationner avec quelqu'un dont on connaît les difficultés qu'il a passées et on connaît en fait le niveau d'engagement nécessaire pour obtenir le sésame qui est le diplôme, qui permet de s'affranchir en fait l'étape exploratoire et commencer directement l'étape de production. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi pour la suite, à part que la journée de demain se passe bien évidemment, donc pour toi et pour ta boîte et pour les événements crypto, parce que je pense que ce ne sera pas un one-shot vu le succès qu'a connu celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? On est des fous parce qu'en fait, on a tout de suite envisagé que ça allait être un rendez-vous récurrent. Un banger? On a dit, non, on ne savait pas si c'était un banger, mais en fait, on a dit, on va pas lâcher. Quel que soit le résultat du premier, on organise le deuxième. Ok. Est-ce qu'il y a déjà une date? Officiellement, non. Officieusement, oui. Ok. Voilà. Pas d'exclus alors? Non, pas d'exclus pour l'instant. Faut pas se porter l'œil? Non, pas encore. On attend la fin du salon pour annoncer les prochains. On n'a pas attendu le résultat pour déterminer si on allait continuer. Et qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Du coup, d'avoir autant de succès dans tous les événements à venir. Un autre trio de choc. Et à la boîte en particulier, du coup, de continuer à attirer des talents, comme ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui. J'ai des collaborateurs extrêmement talentueux, terriblement dédiés à ce qu'ils font et super sympathiques parce que ça apparaît pas sous les CV mais c'est très important. C'est très important, surtout dans ce monde-là où on se côtoie quand même assez régulièrement. Ouais, clairement. Malgré la distance que peut apporter le télétravail, c'est vrai que surtout dans les événements, il faut de la proximité humaine. Je ne peux te rejoindre plus que... C'est impossible de te rejoindre plus, quoi. Ok, en tout cas merci beaucoup Martino de m'avoir reçu, que les événements continuent et que ton entreprise se développe encore au max. Magnifique. Merci beaucoup.